Une enquête inoubliable sur une île. Dans une île de l'État, l'affaire Trooper concernant une étrangère a duré 6 ans et fut l'une des pires enquêtes auxquelles j'ai participé. Pour couronner le tout, c'était l'une des premières de ma carrière. Je suppose que cela m'a plus affecté parce que j'étais novice. Souvent, les jeunes policiers disent que leurs premiers CA sont difficiles, mais la plupart d'entre eux parviennent à les résoudre. Mais pas moi. Tout a commencé par un accident de la route mortelle sur l'autoroute numéro 1 près de Narragansett. Un idiot à moto roulait à contresens sur une autoroute et s'est écrasé contre une mère de 3 enfants qui venaient en sens inverse, les projetant tous deux sur la chaussée. Comme l'enquêteur officiel était occupé avec une tonne de paperasse, mon supérieur et moi avons dû aller annoncer la nouvelle du décès du motocycliste à son unique parent proche. Ce n'était pas un CA de décès par conduite dangereuse comme les autres. À un moment donné, le motocycliste est arrivé à une intersection et a commencé à rouler à contresens. Il pourrait avoir été ivre ou drogué, nous ne le saurions que lorsque les résultats de toxicologie seraient disponibles. L'enquêteur sur la scène de l'accident avait remarqué quelque chose de très étrange. Bien que le type ait été repéré à quelques kilomètres en arrière, roulant à environ 70, le CSI a dit qu'il n'y avait aucune chance que l'accident ait eu lieu à moins de 90. Il avait vu de nombreuses collisions frontales dans la plage des 70, et celle-ci n'en faisait pas partie. Les dégâts à l'avant de la berline et à la moto étaient totalement catastrophiques, et notre enquêteur pensait que c'était une sorte de folie, une manière de se suicider en emportant quelqu'un avec lui sur le chemin. Quoi qu'il en soit, nous devions aller annoncer la nouvelle, et nous devions le faire de manière appropriée. Il ne s'agissait pas de mentionner qu'il s'était suicidé et s'était écrasé contre une mère de 3 enfants. Il a fallu du temps au médecin légiste pour obtenir une identification du motocycliste, mais finalement nous en avons eu une et avons obtenu l'adresse de la maison qu'il partageait avec sa femme et son fils. Nous sommes allés à cette adresse, qui s'est avérée être une grande maison ancienne dans un quartier chic. Nous avons conduit tôt dans l'après-midi pour essayer de nous assurer que quelqu'un serait à la maison au moment de notre visite. Avec le recul, c'est la première partie qui a vraiment commencé à éveiller des soupçons. Les signaux d'alarme sont généralement présents lorsqu'une personne meurt dans un accident de voiture aux petites heures du matin. Quelqu'un signale sa disparition quelques heures plus tard, généralement un membre de la famille, un petit ami ou une petite amie qui s'inquiète pour son proche inhabituellement absent. Cela facilite l'identification d'un corps car nous pouvons simplement extraire des informations de la liste des personnes récemment disparues signalées. Je ne dis pas que nous n'avons jamais de cas où une personne n'a personne pour signaler sa disparition. Cela arrive aussi et c'est très triste. Mais ce sont généralement des sans-abri, des toxicomanes et parfois des personnes âgées qui ont la malchance de se retrouver dans les bas-fonds de la société en raison de leur propre malchance ou de leurs propres mauvaises décisions. Mais ici, un père riche de la banlieue meurt dans un accident et personne ne signale sa disparition. Quelque chose cloche. Nous avons vu 2 voitures garées dans l'allée, donc nous étions à 99% sûrs que quelqu'un était à la maison. Mais quand nous avons sonné à la porte, il n'y a eu aucune réponse. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Une personne peut être en train de prendre un bain, d'utiliser des écouteurs, de faire du jardinage à l'arrière ou avoir une autre raison parfaitement innocente de ne pas venir à la porte. Donc, la procédure standard consiste à faire le tour de la propriété en cherchant des signes de la femme ou des enfants de notre motocycliste. Après avoir trouvé une porte latérale ouverte menant à l'arrière, nous avons marché vers une sorte de véranda arrière avec de grandes fenêtres en verre donnant sur la cuisine de la maison. Tout semblait parfaitement normal, à l'exception des aliments dispersés sur le sol près du réfrigérateur. Je l'ai signalé à mon sergent qui était occupé à examiner l'une des fenêtres du côté de la maison. Il a regardé à travers le verre pendant 1 ou 2 secondes avant de reculer, utilisant un bras tendu pour me faire signe de le suivre. Il a ordonné par radio au standard que nous avions une cause probable pour entrer de force dans la maison, ce qui m'a surpris car je suis sûr de ne pas avoir vu ce qu'il voyait pour penser que nous avions une raison suffisante d'entrer. Malgré tout, j'ai fait ce qu'il m'a dit pendant que mon sergent mettait un coup de pied dans la porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre finalement. J'ai un peu honte de l'admettre, mais il m'a fallu autant de temps pour voir ce qu'il voyait. Une meilleure manière de le dire serait de poser la question qu'il s'était posée. Pourquoi quelqu'un viderait simplement son réfrigérateur de cette manière, y compris les étagères en verre et le tiroir en plastique? Parce qu'il avait besoin de place pour mettre quelque chose de grand dedans, quelque chose de vraiment grand qu'il fallait empêcher de pourrir et d'empester tout l'endroit.
Je vais vous laisser deviner ce que c'était. Nous avons sorti le corps de sa femme du réfrigérateur et leur petite fille était assise dans le congélateur. Les deux avaient été battus à mort, étranglés, puis pliés comme des bretzels avant d'être mis là, comme s'ils n'avaient aucune importance. À ce moment-là, nous avions une bonne idée de ce qui s'était passé et recueillir des preuves semblait une formalité insensée. Le type avait tué sa famille puis s'était suicidé parce qu'il ne pouvait pas vivre avec la culpabilité. C'était une affaire ouverte et fermée à première vue. Mais deux choses ne convenaient à aucun des officiers enquêteurs. Premièrement, le type n'avait aucun casier judiciaire, pas même une contravention pour excès de vitesse. Il n'avait pas non plus d'antécédents de problèmes de santé mentale. Et ses amis et sa famille ont dit que l'homme n'avait aucune violence en lui et rien dans son téléphone portable ou celui de sa femme ne suggérait qu'ils avaient eu des disputes ou que leur relation était tendue. Deuxièmement, lorsque nous avons parlé à la famille et aux amis, il est devenu clair qu'aucune personne dans la vie de notre motocycliste ne savait qu'il possédait une moto, pas même sa banque. Nous avons pensé que c'était un achat récent. Comment diable cache-t-on une moto? Mais quand nous avons eu accès aux relevés bancaires du type des 2 années précédentes, nous n'avons rien trouvé. Nous avons vérifié ses comptes courants, son compte d'épargne personnelle, même le compte conjoint qu'il partageait avec sa défunte épouse, mais rien. Cela signifie qu'il avait probablement payé la moto en espèces ou qu'on la lui avait offerte comme un cadeau. Mais surtout, pourquoi la garder secrète? Troisièmement, et probablement le plus étrange, notre motocycliste aurait pu connaître la femme avec qui il s'est écrasé. Cela n'a été découvert que bien après la clôture de l'affaire, et tout cela grâce au travail d'un enquêteur privé engagé par le mari survivant de la femme. Apparemment, notre motocycliste et la femme accidentée avaient travaillé dans le même immeuble de bureau à Manhattan à la fin des années 2000. Il n'y était resté que 3 ou 4 mois, et comme ils travaillaient à des étages différents pour des entreprises différentes, il n'y avait aucune preuve qu'ils aient jamais interagi. Mais notre motocycliste s'écrase contre une femme sur une route sombre, et il se trouve que c'est une personne avec qui il aurait pu partager un ascenseur. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose là, mais je ne l'exclurai pas non plus. C'est exactement ce qu'a fait le département, même si nous n'avons jamais obtenu de preuves pour personne impliquée. Toutes ces questions restent dans mon esprit, et je suppose que, même si cela ne fait que 4 ou 5 ans, j'ai l'impression que ces questions resteront avec moi pendant longtemps. Mais c'est la vie, je suppose. La clôture est quelque chose de rare, et le temps n'est pas toujours le guérisseur que les gens pensent. Une enquête inoubliable. Durant les premières années de ma carrière en tant qu'adjoint du shérif, il y a eu une enquête qui est devenue incroyablement troublante et qui est restée avec moi pendant toutes ces années. Nous avons reçu un appel concernant un jeune homme qui dormait dans une voiture au bout d'un chemin de terre. Le propriétaire de la propriété a mentionné que techniquement, l'individu empiétait sur une propriété privée, mais il ne voulait pas le signaler de cette manière. Il a exprimé sa préoccupation pour ce jeune homme qui semblait angoissé et a demandé que quelqu'un vienne vérifier. Je suis donc allé sur les lieux. En arrivant à la voiture, j'ai vérifié la plaque d'immatriculation pour voir si elle donnait des informations. Il s'est avéré que le jeune homme avait été signalé comme disparu et que la voiture appartenait à sa mère, extrêmement inquiète. Cette découverte m'a rassuré quelque peu et j'ai cru que je pourrais probablement le convaincre de rentrer chez lui. S'il coopérait, je le laisserais partir, mais s'il se montrait difficile, je pourrais l'arrêter pour intrusion. Je me suis approché lentement de la voiture du jeune homme. Quand je dis « jeune homme », il devait probablement être adolescent ou avoir un peu plus de 20 ans. J'ai remarqué qu'il était complètement allongé sur le siège passager avant. J'ai frappé doucement à la fenêtre, gardant ma main près de mon arme jusqu'à ce qu'il se réveille. Ses yeux se sont ouverts, et j'ai vu la couleur disparaître de son visage. Soudainement, j'ai vu une arme dans sa main. Instinctivement, mon entraînement a pris le relais et j'ai rapidement reculé tout en sortant ma propre arme. J'ai crié plusieurs fois « Lâchez l'arme !» Tout s'est passé trop vite pour que je comprenne complètement ce qui se passait. Mais dans un mouvement fluide, il a mis le canon de l'arme dans sa bouche et a appuyé sur la détente, mettant fin à ses jours. Encore tremblant d'adrénaline, j'ai attendu l'arrivée des renforts et des ambulanciers dans l'espoir de sauver la vie de ce jeune homme, mais malheureusement, il a été déclaré mort sur place. Ce fut à moi d'annoncer la terrible nouvelle à sa mère, une des tâches les plus difficiles que j'ai jamais eu à affronter. Cela m'a laissé sous le choc pendant un long moment. Malheureusement, tout ce que j'ai partagé jusqu'à présent, bien que très important,
n'est pas la raison pour laquelle je me souviens constamment de cet événement. C'est l'information que j'ai apprise par la suite qui m'a vraiment terrifié. J'ai réussi à obtenir une copie du rapport de disparition de cette personne, qui contenait essentiellement tous les détails fournis par sa mère le jour de sa disparition. Elle a raconté que son fils s'était réveillé en pleine nuit en sentant de la fumée. Il s'était levé et avait rapidement découvert que la fumée provenait d'un incendie dans une poubelle dans leur cour arrière. Il est descendu les escaliers, a rempli un seau d'eau et a éteint le feu. Ensuite, supposant correctement que c'était son fils qui avait allumé le feu, elle est allée le chercher pour le confronter. C'est alors qu'elle a découvert que non seulement son fils avait disparu, mais aussi sa voiture. Elle a immédiatement appelé le 911 pour signaler sa disparition. Plus tard dans la matinée, elle a commencé à essayer de découvrir ce que son fils avait brûlé. C'était son ordinateur ainsi qu'un tas de ses vêtements. Tout s'était gravement brûlé, mais avec une rapide inspection de sa chambre, elle a pu déterminer ce qui manquait. J'ai appris tout cela lorsque j'ai donné les mauvaises nouvelles et que la mère a partagé tout ce qu'elle pouvait avec moi. Elle a fait preuve d'un incroyable courage en me demandant quoi faire ensuite. Comme il n'y avait aucune preuve de crime, la décision lui appartenait essentiellement. Je lui ai dit que si j'étais à sa place, j'essaierais de récupérer les données du disque dur de l'ordinateur de son fils si possible, car cela pourrait fournir des indices sur les raisons pour lesquelles son fils avait agi de cette manière. À part cela, je n'avais aucune idée de ce que je ferais à sa place. Perdre un enfant dans des circonstances aussi soudaines et mystérieuses est inimaginable. Quelques mois ont passé et j'ai répondu à des centaines d'autres appels. L'histoire de ce garçon a progressivement disparu de mes pensées. Un jour, la mère m'a appelé avec des nouvelles. Immédiatement après la mort de son fils, une des premières choses qu'elle a dû faire était de nettoyer sa voiture. Elle a engagé une entreprise avec des instructions de mettre tout ce qui n'était pas trop taché de sang dans un grand sac en toile noire pour qu'elle puisse l'examiner plus tard. Il lui a fallu un certain temps pour se préparer à trier que la plupart des choses seraient un désordre. Mais lorsqu'elle a finalement trié, elle a trouvé un vieux dépliant de menu d'un restaurant en Oregon. Elle n'était jamais allée en Oregon, et autant son fils non plus. À l'arrière du dépliant, il y avait 2 numéros de téléphone, l'un pour un téléphone fixe et l'autre pour un téléphone portable. Elle a d'abord appelé le téléphone fixe et a découvert qu'il était déconnecté, mais en le recherchant sur Google, elle a trouvé qu'il était enregistré au nom d'une entreprise de livraison maintenant fermée. Ensuite, elle a essayé d'appeler le numéro de téléphone portable et cette fois, la ligne a sonné et quelqu'un a finalement répondu. Elle a dit que la personne semblait être un homme plus âgé avec un certain type d'accent. Lorsqu'elle a mentionné son fils, la personne a immédiatement raccroché. Elle a essayé de rappeler, mais le téléphone ne sonnait plus et a finalement été déconnecté. Elle était convaincue que le secret de cet homme et de l'entreprise fermée avait un lien avec la mort de son fils. Si son récit est exact, je ne peux pas la blâmer. Étant donné qu'il n'y avait aucune preuve de crime, notre département ne pouvait pas prendre d'action différente de notre conversation initiale. Cette fois, je n'étais pas aussi pressé de lui suggérer de contacter un détective privé. Tout ce qu'elle avait découvert semblait important, dangereux et manifestement confus. J'avais l'habitude de croire que l'incertitude serait sa perte, mais j'ai réalisé que découvrir la vérité pourrait aussi être fatal pour elle. Une enquête inoubliable sur la violence domestique. Parmi toutes les interventions inhabituelles auxquelles j'ai assisté, je crois que celle-ci est la plus mémorable. Nous avons reçu un appel au 911, signalant un incident de violence domestique. Tant la femme que son mari avaient été blessés, et bien que le pire soit passé, elle avait besoin que des officiers viennent le chercher. Mon partenaire et moi avons été envoyés sur les lieux. Quand on mentionne un incident de violence domestique, les gens ont généralement une idée précise de ce que cela implique. Les policiers arrivent, un couple se dispute, peut-être qu'ils jettent des objets, nous intervenons, les séparons et c'est fini. Ne vous méprenez pas, ce scénario exact se produit assez souvent. Mais les incidents de violence domestique peuvent être aussi uniques et divers que les personnes impliquées. Nous sommes arrivés à l'adresse indiquée pour trouver une femme d'une 50aine d'années assise sur le porche, tenant des pois congelés enveloppés dans une serviette contre sa lèvre fendue. À part cette blessure, elle semblait aller bien, et l'incident semblait avoir pris fin. Nous étions encore un peu tendus en demandant où se trouvait son mari, mais lorsqu'elle a répondu qu'ils ne vivaient plus ensemble, nous avons commencé à nous détendre. Parfois, un couple se sépare et ne vit plus ensemble,
et l'agresseur part simplement lorsque l'autre appelle la police. Nous avons supposé que c'était ce genre de situation et avons demandé s'il y avait une chance que le mari revienne bientôt. Elle nous a informé qu'elle était assez sûre qu'il ne reviendrait pas en utilisant ses propres mots exacts. Évidemment, nous nous sommes sentis plus à l'aise et avons accepté son offre de nous asseoir à l'intérieur, mais nous avons refusé la boisson proposée. Nous nous sommes assis sur le canapé et avons commencé à poser les questions habituelles. L'avait-il déjà frappé avant? Sentait-elle que sa vie était en danger? Où aurait-il pu aller? Pendant toute l'interaction, quelque chose m'a vraiment frappé. Cette femme semblait heureuse et soulagée. J'ai supposé que c'était une sorte de bravoure face à l'adversité. Certaines femmes ne sont pas en état de répondre aux questions après un incident violent impliquant un conjoint. Parfois, elles ont trop peur, d'autres fois, elles sont émotionnellement ou physiquement incapables. Cependant, parfois, quand elles trouvent enfin le courage de mettre fin à leur souffrance, c'est comme si un énorme poids leur avait été enlevé. Au lieu de la peur, de la tristesse ou du regret, elles éprouvent maintenant de la paix. Je suppose que c'est ce à quoi nous avions affaire, et elle a répondu calmement à nos questions. Oui, il l'avait frappée avant. Non, elle ne se sentait pas en danger. Mais lorsque nous avons demandé où elle pensait que son mari se trouvait, sa réponse m'a immédiatement interpellé. Toutes ses réponses avaient été directes et claires, mais quand on lui a demandé où elle pensait que son mari était maintenant, elle a répondu « Oh, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit à moi de le dire ». Je me souviens que mon partenaire était en train de noter quelque chose quand elle l'a dit, et comment il s'est soudainement figé au milieu d'un mot pour la regarder. Nous étions en uniforme à l'époque, mais nous n'étions ni naïfs ni inexpérimentés. Quand la réponse de la femme est soudainement devenue évasive et indirecte, nous avons su qu'il fallait continuer à poser des questions jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ne pas le faire pourrait signifier passer à côté de détails cruciaux de l'enquête. Nous lui avons demandé d'expliquer ce qu'elle voulait dire par sa dernière réponse. Puis avons répété la question originale, lui demandant de nous dire exactement où se trouvait son mari. Elle a simplement soupiré, a pris une gorgée de son thé glacé, puis a pointé le plafond. Nous lui avons ensuite demandé de confirmer que son mari était à l'étage, et elle a acquiescé. Nous lui avons demandé s'il se cachait, et s'il était armé, elle a secoué la tête et nous a dit qu'il était dans la baignoire. Nous sommes montés et avons ouvert la porte de la salle de bain. Là, nous avons trouvé le mari, ou du moins ce qu'il en restait. Un fusil de chasse à double canon pointé vers la baignoire et ce qui restait de sa tête et de ses épaules dégoulinait sur un des murs. Un détail que je n'oublierai jamais est une section de la tête du mari qui reposait sur les carreaux, nous fixant. Ce n'était pas grand-chose, juste un morceau de joue avec une moitié de narine encore attachée, mais il était là, me rappelant qu'à la fin de la journée, nous ne sommes tous que des sacs de chair et d'os. Quand nous sommes redescendus dans le salon, la femme nous a dit de ne pas nous inquiéter. Elle savait qu'elle passerait le reste de sa vie en prison, ou du moins elle avait accepté que c'était une possibilité et était prête à venir tranquillement avant de nous offrir une confession complète. Elle m'a demandé si elle pouvait finir son thé glacé, et quand je lui ai dit que je ne pouvais pas le permettre, elle l'a fait quand même et a dit « Qu'est-ce que vous allez faire, officier? M'arrêter ?» Je peux en rire en y repensant, mais à ce moment-là, j'étais trop abasourdi pour faire autre chose que de la regarder tandis qu'elle tendait son poignet pour recevoir les menottes. La semaine suivante, j'étais à 99% sûr qu'elle irait en prison pour le reste de sa vie. Bien que je n'avais pas toute l'histoire de fond et que je n'étais pas avocat, la dernière partie pourrait indiquer que mon explication n'est peut-être pas aussi claire que celle d'un professionnel du droit. Vous pouvez vous-même enquêter sur ces détails pour résoudre toute incertitude. Je suis sûr que, étant donné votre familiarité avec le matériel criminel réel, vous connaissez la défense de l'épouse maltraitée et comment elle a conduit à ce que les épouses maltraitées ne reçoivent pas de peine de prison si leur défense peut prouver qu'elles souffraient du syndrome du conjoint maltraité. Tout. Ce que les avocats représentant cette femme ont dû faire a été de se référer aux appels d'urgence précédents qu'elle avait passés au fil des années, tant en Floride qu'en Alabama, ce qui a conduit le tribunal à annuler complètement ces condamnations. Pour dire que ces condamnations ont été complètement annulées, cela signifie que son casier judiciaire a été effacé et qu'elle a été indemnisée pour le temps qu'elle avait passé en prison. Les antécédents criminels du mari étaient si graves que l'État a indemnisé cette femme pour les désagréments causés par son arrestation. Et d'après ce que j'ai entendu, il est remarquable qu'elle ait même survécu assez longtemps pour le tuer. J'ai entendu dire qu'elle est allée vivre avec des parents éloignés une fois que tout a été résolu.
des personnes avec qui elle n'avait pas été en contact depuis des années. J'espère qu'elle va bien et qu'elle a pu passer le reste de sa vie en paix, entourée de personnes qui l'aimaient vraiment. Après avoir été obligée de lui ôter la vie, je comprends le poids que cela implique. Elle devait se demander si elle aurait pu agir différemment ou si Dieu la comprendrait. Mais dans son cas, j'ai l'impression qu'elle a pu dormir comme un bébé ensuite. Il n'y a pas de fureur comme celle d'une femme méprisée. Une intervention inoubliable. Je travaillais pour le bureau du shérif du comté de Jefferson, ici en Alabama, lorsque nous avons reçu un appel concernant un homme avec un couteau marchant de long en large devant sa maison, menaçant quiconque passait. Nous sommes arrivés sur les lieux et avons trouvé l'homme, pieds nus et en sous-vêtements, manifestement en train de vivre un épisode psychologique. Nous sommes formés pour désamorcer et neutraliser ces situations, mais cela est assez difficile dans le meilleur des cas, même avec des personnes en pleine possession de leurs moyens. Ajoutez un peu de manie à cela et les choses deviennent imprévisibles. Nous nous sommes arrêtés et avons quitté la voiture en essayant de commencer un dialogue avec notre suspect selon notre formation de désescalade. L'homme était complètement hors de contrôle, insultant et délirant au sujet de son ex-femme et de son fils décédé. Mon partenaire essayait d'être compatissant, demandant à l'homme de poser le couteau pour pouvoir discuter de ce qui le troublait. Pendant un moment, il sembla se calmer un peu, mais soudain, il est redevenu totalement maniaque, criant toutes sortes de propos racistes au sujet de ses voisins et comment ils essayèrent de le tuer. Encore une fois, nous avons fait de notre mieux pour le dissuader tout en maintenant la distance. Un homme de sa taille pouvait potentiellement infliger une blessure fatale en quelques secondes. Il mesurait au moins 1,85 m et était enragé, alimenté par l'adrénaline. Heureusement pour nous, il ne semblait pas avoir de problème direct avec nous. J'avais l'impression que s'il devait poignarder quelqu'un, ce ne serait probablement pas moi ou mon partenaire. Je ne savais pas que ce que j'allais voir resterait gravé dans ma mémoire avec une clarté cristalline pendant presque 20 ans. Je me souviens de la voix de l'homme changeant de colère et de manie à fatigue et tristesse quand il nous a demandé s'il devait aller en prison. Nous avons été honnêtes avec lui, car comme le dit le dicton, l'honnêteté est toujours la meilleure politique. Si vous mentez à quelqu'un dans cet état, il s'entêtera comme une mule, pensant que vous essayez de l'arnaquer. La meilleure approche est de parler comme si vous étiez de son côté, expliquant que la prison le sortirait de la situation volatile dans laquelle il se trouvait. Nous avons essayé de le guider à travers cela, en suggérant qu'il pourrait sortir dans quelques heures et que s'il ne pouvait pas obtenir de caution, il pourrait recevoir un crédit pour le temps passé en détention, étant donné qu'il n'avait en fait blessé personne. J'ai sincèrement pensé que cette approche le ramènerait à la réalité. Il se calmait déjà, et je croyais que savoir qu'il ne ferait face à aucune conséquence grave lui permettrait de se rendre sans résistance. Cependant, au lieu de se rendre, l'homme nous a regardés avec une expression vraiment triste et a dit « Je suis désolé », puis il a enfoncé le couteau dans son propre cou. J'ai eu l'impression que le temps ralentissait pendant 1 ou 2 secondes pendant qu'il le faisait. Il tenait d'abord le couteau vers le bas, comme s'il se préparait à poignarder quelqu'un de cette manière, mais ensuite il a tourné le couteau de 180 degrés avant de le saisir fermement des 2 mains. Je pouvais le voir essayer de trouver la volonté de le faire, tremblant légèrement avant d'enfoncer la lame dans son cou. Mon partenaire et moi avons crié « Ne fais pas ça !» Mais c'était inutile. Ce n'était pas seulement qu'il s'était poignardé lui-même au cou, ni le bruit horrible que cela a fait en traversant les tissus durs de sa gorge, mais le fait qu'il a retiré le couteau et l'a refait. Mon partenaire a réagi avant que je ne puisse, utilisant son pistolet paralysant pour immobiliser l'homme avant de courir pour essayer de contrôler le saignement. La pire partie a été de le voir attendre quelques secondes pour que le pistolet paralysant perde sa charge avant d'essayer de couvrir les plaies. Comme vous pouvez probablement l'imaginer, il n'a pas eu beaucoup de succès. Le sang jaillissait littéralement entre les doigts de mon partenaire. Et je ne pense pas que l'homme ait survécu plus de quelques minutes avant que mon partenaire ne cesse ses tentatives de stopper l'hémorragie. Il a été déclaré mort sur place lorsque les ambulanciers sont arrivés. L'homme ressemblait à un fantôme. S'il n'y avait pas eu de sang le recouvrant, il aurait été aussi pâle qu'un drap. Et il est resté là, immobile, les yeux grands ouverts, tandis que nous essayions d'empêcher les autres résidents du quartier de se rassembler et de prendre des photos. Il y a des choses qu'on ne surmonte jamais. Je comprends le désir de savoir ce qui se passe dans son propre quartier, mais voir des gens sortir leur téléphone portable et commencer à filmer les derniers moments de cet homme est quelque chose que je n'ai jamais pu comprendre.
Ces vidéos finissent en ligne, vues par des centaines de milliers de personnes, transformant les pires moments de la vie de quelqu'un en une sorte de spectacle, quelque chose à regarder à travers un écran avant de laisser un commentaire et de passer à autre chose. Je ne peux penser à rien de plus répugnant. Mon infiltration dans un réseau de narcotrafiquants. Pendant près de 2 ans, j'ai travaillé sous couverture dans le nord-ouest du Pacifique. Ma mission était de m'infiltrer dans un réseau de trafiquants de drogue qui importaient de l'héroïne et de la méthamphétamine de qualité en provenance d'Asie du Sud-Est. Ils avaient toute une série de routes maritimes huilées par des pots de vin, apparemment facilitées par l'armée birmane. Mais ce n'était pas mon affaire. Mon travail consistait à détourner des informations sur leurs opérations aux États-Unis en vue de les démanteler complètement. La première phase de l'opération impliquait de les asphyxier financièrement. Nous interceptons des envois et frappons les trafiquants, ce genre de choses. Faire pression sur une organisation comme celle-ci les rend nerveux, et les gens nerveux font des erreurs. Mais les trafiquants de drogue expérimentés reconnaissent également quand la police semble s'immiscer un peu trop. J'ai eu trop de chance en arrêtant leurs employés et ils ont rapidement commencé à me soupçonner. C'est là que mon travail devient extrêmement difficile et stressant. Dans ce type d'environnement, un officier infiltré est soumis à des tests de pureté encore et encore. Étant souvent un nouveau membre de l'équipe, nous sommes soumis à un examen minutieux. Mais la bonne nouvelle est que si vous gardez votre calme et jouez votre rôle, il n'y a presque aucune chance que quelqu'un découvre qui vous êtes vraiment. Des choses se produisent en mission sous couverture et, par le passé, des gens auraient été absolument sur leur garde tout en étant encore considérés comme infiltrés. Pour moi, j'ai toujours pensé à cela comme à de l'algèbre. Un peu de X plus un peu de Z et je rentre chez moi ce jour-là. Ne réfléchis pas, respecte simplement la formule. À mesure que les choses devenaient de plus en plus intenses au sein de l'organisation, les chefs recouraient de plus en plus à des mesures extrêmes pour éradiquer les informateurs. Une fois, ils ont dit à un groupe de gars que de grandes livraisons étaient prévues à différents moments et dans différents lieux. Je n'avais aucune idée que c'était un piège. J'ai transmis l'information à mes supérieurs et ils ont envoyé une petite équipe de surveillance pour surveiller l'emplacement. Par miracle, un des types a fini par être arrêté avec un mandat de perquisition ancien. Mais les chefs se sont convaincus que l'arrestation n'était qu'un prétexte pour dissimuler que l'informateur avait été trouvé. Le détenu n'est pas sorti vivant de la prison du comté, ce qui m'a enlevé un peu de pression pendant un certain temps. L'opération s'est calmée un peu pour donner l'impression que l'informateur avait été trouvé. Mais lentement, mais sûrement, les activités ont repris et avec elles, les soupçons. Le principal exécuteur de l'équipe dans laquelle je m'étais infiltré était un type qui se faisait appeler Rip. Tout le monde avait peur de Rip, car il était terrifiant même dans les meilleures circonstances. Habituellement, c'était lui qui était chargé de régler les problèmes et de faire disparaître les ennuis. Mais depuis qu'il avait été chargé de débusquer l'informateur, lui et les chefs étaient devenus incroyablement paranoïaques. Toutes sortes de personnes ont commencé à apparaître mortes dans divers endroits. Certains individus étaient emmenés dans une caravane au milieu de nulle part pour ce que Rip appelait une vérification des antécédents et disparaissaient pendant quelques jours. Ensuite, ils réapparaissaient avec des ecchymoses ou des bandages, les yeux hagards. Son équipe torturait essentiellement les gens s'ils n'étaient pas satisfaits des réponses à leurs questions, espérant découvrir ainsi la vérité. J'étais terrifié à l'idée d'être choisi, alors j'essayais de me comporter du mieux possible. Cependant, j'ai fini par être désigné pour être nouveau et emmené à la caravane pour un interrogatoire avec Rip. Le salon et la salle à manger de la caravane semblaient aussi normaux que d'habitude. Mais quand j'ai été conduit dans l'autre pièce, j'ai réalisé qu'elle avait subi une transformation radicale. Ce qui était autrefois une chambre était devenu une chambre de torture entièrement équipée, et j'étais leur prochaine victime. Le seul réconfort que j'ai eu était que si je pouvais supporter cela, je pourrais avoir besoin de soins hospitaliers, mais je ne mourrais pas. Survivre à cette dernière série de tests de pureté m'aiderait énormément au sein de l'organisation. Avant même que les questions ne soient posées, on m'a ordonné de m'asseoir sur la chaise placée au centre de la pièce. Alors que j'obéissais, un des hommes de Ripé m'a enlevé ma chemise, m'a attaché les poignets et les chevilles, puis a versé une bouteille d'eau sur ma tête. Initialement, je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Mais quand j'ai cligné des yeux pour évacuer l'eau de mes yeux et que j'ai vu le tasé dans la main de Ripé, j'ai compris leurs intentions. La partie la plus malsaine était qu'ils m'ont tasé plusieurs fois, l'eau amplifiant les chocs,
juste pour tester ma résistance. L'interrogatoire n'avait même pas commencé, et ils me torturaient déjà pour leur propre amusement. En y réfléchissant maintenant, je pense que leur objectif était de me faire croire que ce qui allait suivre serait bien pire que l'échauffement auquel ils m'avaient soumis. J'ai continué à attendre qu'ils commencent à poser des questions, mais ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, Rip s'est approché de moi, a sorti une photographie de la poche de sa veste et me l'a montrée. C'était une photo de ma mère. Ce genre de terreur est plus proche d'une sensation physique, et c'était quelque chose que je n'avais pas à feindre. J'étais tellement habitué à me sortir des situations par la parole, mais cette photographie m'a laissé muet de terreur. Ils m'ont informé qu'ils avaient la capacité de localiser n'importe qui. Si j'admettais être l'informateur, ils me promettaient une mort rapide, garantissant la sécurité de ma mère. Cependant, si je continuais à mentir, ils me montreraient une vidéo de sa torture et de son assassinat avant de me réserver le même sort. Que pouvais-je faire d'autre que de continuer à mentir ? Je savais qu'ils la tueraient de toute façon si je disais la vérité. C'était probablement juste un stratagème pour me faire avouer. Ils savaient probablement déjà que c'était moi, c'est pourquoi ils avaient pris la peine de localiser ma famille. Je devais continuer à mentir, je devais m'en tenir à ma formule. Alors, j'ai menti, et j'ai encore menti. J'ai essayé de dérailler complètement la conversation, affirmant que je n'avais pas parlé à ma mère depuis des années et que je paierais pour savoir où elle se trouvait. J'ai mis tout ce que j'avais dans ce petit discours, ajoutant un peu sur le fait de ne pas être la personne qu'il cherchait, mais surtout en versant toute mon émotion brute dans ma réaction totalement improvisée. Et cela a fonctionné. Rip a dit que lorsqu'ils trouvèrent le traître, il me dirait où il l'avait retrouvé. Mais pour le moment, je devais me rappeler ce qu'il pouvait me faire s'il découvrait que c'était moi qui avais transmis des informations à la police. Après cela, ils m'ont laissé partir, et mes supérieurs ont dû me dissuader de vouloir annuler toute l'opération. Ils ont promis qu'ils avaient déplacé ma mère dans une protection temporaire et qu'elle serait en sécurité tant que je continuerais le travail que j'avais à faire. Je n'ai rien fait d'autre jusqu'à ce que je lui parle et l'entende se plaindre au téléphone du motel miteux dans lequel mes supérieurs l'avaient installé. C'était environ 1 an après mon entrée dans l'opération. Ensuite, 6 mois plus tard, tout était terminé. Mais pendant tout ce temps, j'ai eu des cauchemars où je voyais la vidéo de la mort de ma propre mère presque toutes les nuits. Une fois l'opération terminée et environ 60% de l'organisation condamnée à de longues peines, j'ai eu accès au dossier complet de l'affaire. C'est ainsi que j'ai découvert que je n'étais pas le seul infiltré qui aidait à tout faire tomber. Le FBI avait un informateur confidentiel au sein de l'organisation, et bien que les rapports ne nommaient pas l'informateur, je pense avoir une idée assez claire de qui il s'agissait. Apparemment, cette personne occupait un poste élevé dans l'appareil de sécurité de l'organisation et avait été partie intégrante de l'effort du groupe pour se débarrasser des informateurs. La même personne qui transmettait des informations hautement sensibles à la police était chargée de les découvrir elle-même. C'était un coup de maître du FBI, et cela a conduit presque tout le groupe à devenir suspect ou à être accusé, sauf un, celui que tout le monde craignait. Je pense que le FBI a eu accès à mon dossier et a obtenu une photo de ma mère, qu'ils ont ensuite agrandie pour augmenter leur propre crédibilité et la mienne. Ils savaient que je mettrais ma mère en sécurité et que leur informateur ne pourrait pas tenir ces menaces s'il voulait éviter la prison. Parmi les quelques personnes qui ont réussi à échapper aux arrestations massives qui ont marqué la fin des opérations, devinez qui était parmi eux ? Rip. Je savais qu'il était inutile de les accuser de mauvaise conduite. Ils nieraient simplement que Rip était leur informateur et nieraient avoir fourni des photographies à leur homme à l'intérieur. La coopération entre les agences est assez mauvaise dans le meilleur des CA, et encore moins quand vous lancez des accusations aussi graves. En fin de compte, j'avais 2 options. Accuser le FBI et potentiellement ruiner ma carrière, ou fermer ma bouche, m'imprégner de la gloire et continuer à progresser dans ma carrière jusqu'à ce que personne ne puisse plus me faire ce genre de choses. Maintenant, je travaille dans les délits financiers à Tacoma, et j'ai même eu mon propre groupe de travail pendant un certain temps. Les 2 emplois confortables que j'ai obtenus en mettant ma vie en jeu encore et encore pour des types qui me voyaient comme peu plus qu'un pion dans un grand jeu d'échecs. Vous entrez dans la police en pensant que vous allez faire la différence, mais si vous y restez assez longtemps, vous réalisez que vous n'êtes qu'un figurant dans un film qui continue encore et encore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne pour le regarder. L'ombre du prédateur. L'histoire de Jared Schaffer. Né le 26 mars 1946,
Jared John Schaffer a eu une enfance nomade qui a conduit sa famille au Tennessee, en Géorgie et finalement en Floride. Les fréquents déménagements ont entraîné ce que certains ont qualifié d'éducation problématique et turbulente, exacerbée par l'abus et l'alcoolisme de son père. Pour échapper à la mauvaise humeur de son père, Jared a passé de nombreuses heures à explorer les bois et les parcs autour de la maison de son enfance. En conséquence, il a développé un grand intérêt pour le monde naturel, chassant les écureuils avec une vieille carabine à air comprimé Red Ryder et apprenant à pêcher dans un ruisseau voisin. Contrairement aux autres enfants de son âge, il préférait faire ses activités seul. Ses camarades de classe se souvenaient de Jared comme d'un solitaire qui rêvait de devenir un jour garde forestier d'un parc national. Ses intérêts en plein air ont continué jusqu'à son adolescence, mais pendant ce temps, Jared a également développé des intérêts significativement moins sains. En revenant d'un de ses voyages de pêche en solitaire, Jared a emprunté un sentier qui passait derrière une rangée de maisons du quartier. C'était une soirée d'été, et bien que le soleil ne soit pas complètement couché, les résidents locaux se préparaient à se coucher. Jared a commencé à espionner par les fenêtres de la chambre d'une femme malchanceuse, sans qu'elle ne le sache, lui offrant un grand spectacle. Dès lors, se glisser hors des maisons occupées par des femmes est devenu une de ses activités nocturnes préférées. On croit qu'une fois, Jared a volé des sous-vêtements d'une femme qui séchait dans son jardin. Il l'a fait comme une sorte de souvenir, mais en rentrant chez lui avec eux, il a ressenti une profonde impulsion de les porter. C'était un sentiment différent de tout ce qu'il avait connu auparavant. Non seulement il avait volé un des objets les plus intimes de la femme, mais en les portant, il avait l'impression de lui avoir aussi volé une partie d'elle. Pendant ces années de lycée, plusieurs camarades de classe de Jared ont commencé à le regarder avec superstition et méfiance. Barbara Kolick, une fille de sa classe, a plus tard rappelé que Jared n'avait pas d'amis et qu'elle se sentait obligée de coincer sa jupe entre ses jambes chaque fois qu'elle partageait une classe avec lui. Il se penchait pratiquement pour regarder sous la jupe d'une fille, a-t-elle rapporté. Jared était au bord de la dépravation criminelle, mais le mépris avec lequel il était traité l'a poussé plus profondément dans son côté sombre. Il a commencé à développer des fantasmes complexes liés à l'esclavage et au sadomasochisme. Une fois, il a raconté une histoire de lui attacher à un arbre dans un endroit reculé, tout en portant des vêtements de femme. Étonnamment pour certains, pendant ce temps, il a réussi à maintenir la façade d'un athlète prometteur mais tranquille. Il était membre de l'équipe de football pendant sa 2e et 3e année à l'université et a développé une réputation de prodige. Il jouait et excellait également au golf dans les cours des Keys en Floride. Pour ceux qui le connaissaient superficiellement, Jared était talentueux mais tranquille. Comme nous le savons tous, ce sont les tranquilles dont il faut vraiment se méfier. Martha Fogg, sa petite amie pendant un certain temps, était l'une des rares personnes à avoir vraiment eu un aperçu de qui était vraiment Jared. Le couple s'est rencontré alors qu'ils étaient étudiants à l'université de Floride à Boca Raton, où ils ont tous deux rejoint un groupe de chant du campus, connu sous le nom de South 66. Ils sont sortis ensemble de façon intermittente pendant environ 2 ans, puis après s'être mariés en décembre 1968, ils ont déménagé dans une petite maison louée à Fort Lauderdale. Les premiers mois auraient dû marquer la période de lune de miel proverbiale du couple, mais à la place, leur relation s'est lentement désintégrée. Jared insistait de plus en plus sur les relations conjugales, mais refusait toute demande de temps de qualité en faveur de longues promenades solitaires. Se sentant de plus en plus négligée émotionnellement, Martha a demandé le divorce le 2 mai 1970, citant une cruauté extrême comme motif. Bien qu'il ne semble y avoir aucune accusation formelle de violence physique, il ne serait pas complètement scandaleux de supposer que cela se produisait. Le divorce est survenu alors que Jared essayait de se lancer dans une carrière d'enseignant, mais il semblait être un rôle pour lequel il n'était absolument pas fait. Il a été renvoyé de son premier emploi pour avoir refusé d'accepter les conseils de ses supérieurs, ainsi que pour avoir continuellement imposé ses propres opinions politiques à ses étudiants, ce qui a généré de nombreuses plaintes de parents inquiets. Peu de temps après, Jared a réussi à obtenir un stage d'enseignant à l'école secondaire Estana et a commencé à enseigner la géographie en avril 1970. Son rendement était médiocre au mieux et exécrable au pire, ses collègues notant une arrogance déplaisante malgré une connaissance très limitée du sujet. Moins de 2 mois plus tard, il a été renvoyé pour la 2e fois et avant de pouvoir trouver un autre poste d'enseignant, sa femme lui a remis les papiers du divorce. Les 2 coups du divorce et du chômage soudain ont laissé Jared se sentir perdu.
Il a passé un temps considérable à voyager à travers l'Europe et l'Afrique du Nord, et bien qu'il ne soit pas clair ce qu'il a fait pendant ce temps, il est revenu avec une vision singulière. Le 1er septembre 1970, Jared a postulé pour un poste vacant au département de police de Wilton Manors, dans le comté de Broward, en Floride. Il a menti par omission dans sa demande et n'a pas mentionné qu'il avait été renvoyé non pas une, mais 2 fois de poste de service public. L'année suivante, il a été officiellement admis dans la police du comté de Broward et a obtenu son diplôme en tant que patrouilleur à la fin de l'année, à seulement 25 ans. Peu de temps après être devenu officier de police, Jared a épousé Teresa Dean, 19 ans. Bien que leur mariage soit loin d'être harmonieux, il était considérablement moins volatile que le premier. En mars 1972, Jared a reçu une éloge de ses supérieurs pour sa conduite courageuse lors d'une descente dans une maison de drogue. Cependant, son rendement général était incroyablement médiocre et malgré son courage lors de la descente de drogue, Jared a développé une mauvaise réputation pour autre chose. Il est devenu évident que Jared aimait effectuer des contrôles routiers sur des conductrices exclusivement féminines et des rumeurs circulaient selon lesquelles il abusait de son pouvoir pour obtenir des informations personnelles sensibles d'elles. Une brève enquête a confirmé son comportement non professionnel, soutenu par une plainte d'un membre du public affirmant qu'un officier de police l'avait harcelé. Bien que Jared n'ait jamais admis cela par la suite, ses supérieurs ont refusé de lui accorder le bénéfice du doute et il a rapidement été contraint de démissionner. Après avoir obtenu une lettre de recommandation de Wilton Manors, Jared a rapidement trouvé un autre poste de député dans le comté de Martin en juin 1972. Bien que ses employeurs soient aptes à vérifier s'il avait un casier judiciaire, ils ne se sont pas donné la peine de vérifier son historique professionnel ou l'authenticité de sa lettre. En conséquence, Jared est devenu un officier de police à part entière et a pu exercer tout le pouvoir qui accompagnait son badge. Dans l'après-midi du 1er juillet 1972, Jared patrouillait dans sa voiture de patrouille lorsqu'il a découvert 2 autostoppeuses adolescentes nommées Nancy Trotter et Paula Wells. Il a décidé de les emmener et après avoir appris qu'elles se rendaient à Jensen Beach le lendemain matin, il s'est proposé de les accompagner. Les 2 filles ont accepté ce qui semblait être un acte de gentillesse désintéressée et ont rencontré Jared au kiosque de musique de East Ocean Boulevard à 9h15 du matin. Mais quand il est arrivé, il ne portait pas son uniforme et conduisait son propre véhicule personnel. Cependant, il a réussi à convaincre Nancy et Paula qu'il était toujours en service officiel de police. Les 2 filles sont montées dans sa voiture et sont parties. Cependant, elles vivrèrent bientôt pour regretter leur décision. Nancy a plus tard déclaré que, alors qu'elles approchaient de l'île Hutchinson, Jared a commencé à dire des choses incroyablement sinistres. Il les a averties d'être plus prudentes en acceptant des trajets de la part d'étrangers à l'avenir, car il était connu que des filles de leur âge étaient vendues à des réseaux obscurs de trafic humain qui se spécialisaient dans l'exploitation de servantes lobotomisées. En se garant sur le bord de la route, Jared a pris les filles en otage, leur promettant de les abattre si elles résistaient. Jared a bâillonné et menotté chaque fille avant de les emmener dans les bois environnants. Il a attaché l'une des filles à un grand cyprès près de la rivière Indiane, puis a attaché ses jambes au tronc juste en dessous de ses genoux. Ensuite, il a passé une corde autour de son cou et l'a attachée à une branche proche, la forçant à se tenir sur la pointe des pieds pour soulager la pression de la corde. Jared a ensuite forcé l'autre victime à s'enfoncer plus profondément dans la forêt, la sécurisant de manière similaire à son amie. Les 2 filles ont révélé plus tard que, après les avoir attachées, Jared a pris un plaisir évident à les informer qu'elles allaient être torturées, violées et tuées. Leur salut est arrivé sous la forme d'un incident qui ressemblait à une intervention divine. Soudainement, la radio de Jared s'est mise à crépiter. Il l'avait emporté uniquement pour paraître légitime, mais juste au moment où il s'apprêtait à mettre son terrible plan à exécution, la radio a crépité et le shérif du comté en personne a appelé Jared par son nom, annonçant une urgence nécessitant la présence immédiate de tous les officiers réservistes au bureau du shérif. Les filles ont rappelé les paroles de Jared. « Je dois y aller, mais ne tentez pas de fuir, car je reviendrai dans 1 minute. » Heureusement, il ne revint pas rapidement. En fait, l'urgence le retint loin de ses captives pendant plus de 2 heures, leur laissant suffisamment de temps pour tenter de s'échapper. Quand il est revenu, il a découvert que les 2 filles avaient disparu et a pris une décision choquante. Il a contacté le shérif du comté, Robert Crowder, admettant qu'il avait fait quelque chose de très stupide qui le mettrait en colère.
Jared a ensuite fourni au shérif une version très édulcorée des événements, affirmant qu'il avait tenté de donner aux deux filles une leçon sur les dangers de faire de l'autostop, mais qu'il était allé trop loin. Le shérif Crowder, accompagné du lieutenant Melvin Waldron, a conduit sur la route d'État de Floride-Ona, où ils ont trouvé une adolescente désespérée et partiellement bâillonnée, marchant à travers un ruisseau peu profond près de la route. Elle le faisait pour éviter d'être détectée par les conducteurs de passage, mais malheureusement, le shérif Crowder l'a trouvée avant Jared. C'était Nancy Trotter, 18 ans, et elle était folle de peur. Après que les filles eurent raconté leur histoire au shérif du comté horrifié, Jared fut arrêté. Il a encore une fois affirmé que les enlèvements étaient bien intentionnés, mais le témoignage des filles fut accablant. L'une des filles a affirmé s'être échappée en se débattant contre ses liens tout en se balançant sur un arbre exposé. Crowder était dégoûté et a renvoyé Jared avant même que des accusations de séquestration et d'agression aggravée ne soient portées contre lui. 2 semaines plus tard, Jared a réussi à réunir les 15 000 $ nécessaires pour payer sa caution et est retourné auprès de sa seconde épouse dans une petite ville proche. Ses amis et sa famille croyaient en son innocence, car seule sa première épouse avait vu son vrai visage. Ils pensaient que Jared plaiderait non coupable, lutterait pour sa cause, puis passerait à autre chose, peu importe le résultat. La réalité était que tout cela ne faisait que commencer. Le 27 septembre 1972, Jared a rencontré Carol Place, 17 ans, et son amie Georgia Jessup, 16 ans. Les deux filles ont reconnu Jared d'un centre d'éducation pour adultes à Fort Lauderdale et ont accepté son invitation à passer du temps ensemble lorsqu'il a arrêté sa voiture pour les saluer. Cette même après-midi, la mère de Carol est rentrée chez elle et a découvert que sa fille avait invité un homme étrange à la maison. Jared s'est présenté comme Jerry et a essayé de lui assurer que ses intentions étaient pures, mais la mère de Carol a quand même noté le numéro de plaque de sa Datsun de 1970 pour plus de sécurité. Carol, Georgia et Jared ont quitté la maison vers 8h45 du soir et Carol a promis de rentrer peu de temps après. 4 jours plus tard, elle n'avait toujours pas donné signe de vie. La mère de Carol a signalé la disparition de sa fille à la police d'Oakland Park et, en plus de leur fournir une description physique de Jared, elle leur a donné le numéro de plaque de la voiture. Cependant, lorsque la police a vérifié le numéro de plaque, ils ont découvert qu'il appartenait à un homme de Saint-Pétersbourg qui n'avait aucune connexion avec Jared ou les filles disparues. Tout cela avait été une ruse. Jared avait changé les plaques de sa Datsun pour échapper au système. Ce n'était plus seulement une voiture, c'était un véhicule de boucher, et la confusion qu'il avait causée laissait les autorités perplexes. Plus tard cette année-là, en décembre 1972, Jared a comparu devant le tribunal en relation avec l'enlèvement de Nancy Trotter et Paula Wells. Sans que le tribunal ne sache complètement qu'il y avait un tueur parmi eux, Jared a pu plaider coupable à une seule accusation d'agression aggravée, pour laquelle il a reçu une peine d'1 an de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 6 mois. Le juge président a déclaré qu'il était au-delà de l'imagination du tribunal de concevoir qu'il puisse être libéré aussitôt. Le 22 décembre, Jared a déclaré aux journalistes qu'il avait fait une erreur stupide, mais que personne n'avait été blessé. « Je suis désolé, pardonnez-moi s'il vous plaît », a-t-il dit. Pour beaucoup, il semblait être un homme bon qui avait commis une terrible erreur et était prêt à faire face aux conséquences de ses actes. Mais intérieurement, Jared était ravi de croire qu'il avait littéralement échappé à la justice. Un peu plus de 2 mois après le début de sa peine d'1 an de prison, Lucille Place a effectué une recherche approfondie dans la chambre de sa fille disparue. C'est alors qu'elle a trouvé une lettre glissée sous son lit, signée par un certain Jerry Shepard. Jared avait été assez imprudent pour écrire sa véritable adresse dans le coin supérieur, et après avoir contacté le gestionnaire de l'immeuble, Lucille Place a découvert la véritable identité de Jared. L'homme qui lui avait assuré de ses bonnes intentions avait été envoyé en prison pour enlèvement et tentative de meurtre. Lorsqu'il fut interrogé, Jared nia connaître Lucille, mais elle l'a rapidement identifié positivement en utilisant une photographie de SS Jour en tant qu'adjoint du shérif de Wilton Manors, et la chasse a commencé. Mais avant que Jared ne puisse être de nouveau arrêté, une découverte macabre a été faite. Dans l'après-midi du 1er avril 1973, un père et son fils cherchaient des canettes en aluminium jetées dans le parc Okeechobee près de Port-Sainte-Lucie en Floride. C'est là qu'ils ont découvert un grand trou creusé entre quelques arbres et à l'intérieur se trouvaient à peine cachés par une couche de terre et de feuilles mortes les restes de 2 adolescentes.
L'une des victimes portait encore les restes d'un jean orné d'un emblème circulaire de Roadrunner, tandis que l'autre était complètement nu. Les deux corps avaient été horriblement attaqués par la faune locale et de grandes sections de leurs cadavres avaient été consommées ou infestées par des insectes. Plus tard, il a été découvert que la moelle épinière des deux filles avait été sectionnée dans les régions du cou et du bas du dos, probablement pour les paralyser et les contrôler plus facilement. Les deux victimes avaient été décapitées et leurs mâchoires portaient de nombreuses fractures, probablement causées par des coups répétés. Des marques profondes de griffures ont été trouvées à la base d'un arbre près de la tombe peu profonde, indiquant qu'une ou les deux victimes avaient été suspendues à cet arbre pendant une période suffisamment longue pour laisser une impression prononcée. Mais ce qui est encore plus troublant, ce sont les initiales JJ gravées dans l'écorce de l'arbre, initiales qui représentaient très probablement Jared John Schaffer. Les corps des filles ont été emmenés au médecin légiste du comté de Dade pour identification et 4 jours plus tard, des dossiers dentaires ont confirmé que les corps appartenaient à Susan Place et Georgia Jessup. Lorsqu'il a été informé de la découverte des corps, Jared, qui était alors en prison, a immédiatement demandé les services d'un avocat et a refusé de continuer à interagir avec les autorités pénitentiaires jusqu'à ce qu'un avocat soit présent. Par la suite, les agents de police ont perquisitionné la maison de la mère de Jared dans le but de trouver des preuves le liant au meurtre. Ce qu'ils ont découvert sous son lit était horrifiant. Ils ont trouvé une boîte en carton contenant plusieurs journaux manuscrits. Ces journaux totalisaient plus de 300 pages de récits de fiction dépravée et scabreuse, dont beaucoup comprenaient des illustrations abominables d'obscénité absolue. La datation des journaux a permis à la police de déterminer qu'ils avaient été écrits sur plusieurs années et qu'ils partageaient des thèmes communs, notamment des enlèvements, des viols et des exécutions par pendaison. Jared se décrivait constamment comme le personnage principal de ces histoires, souvent rencontrant des personnages féminins qu'il insultait et maltraitait. Dans une histoire en particulier, il forçait ses victimes à boire de la bière avec une corde autour du cou afin de pouvoir les observer uriner avant de les pendre. Une autre histoire décrivait comment il retournait aux tombes peu profondes de ses victimes des semaines et des mois après les meurtres. Une fois arrivé, il utilisait une pelle pour exhumer leur corps, en retirant des dents de leur crâne en décomposition et en commettant des actes horribles sur leurs cadavres. En analysant cette entrée spécifique, la police s'est rendue compte qu'il ne s'agissait pas simplement d'une histoire fictive, mais d'un souvenir réel de Jared, retournant aux tombes peu profondes de Susan Place et Georgia Jessup. Pendant la perquisition de la maison de sa mère, la police a également découvert de nombreuses armes à feu, des couteaux de chasse et du matériel de bondage, tous appartenant apparemment à Jared. De plus, ils ont récupéré 37 photographies Polaroid en noir et blanc montrant des femmes pendues et mutilées, ainsi que plusieurs autres photographies montrant Jared vêtu de vêtements féminins, simulant sa propre pendaison à un arbre avec des matières fécales enduites sur ses fesses. Les agents sont également tombés sur une lettre manuscrite adressée à Jared par un homme de l'État australien de Victoria. Les deux hommes semblèrent s'être rencontrés pendant l'été 1970, lorsque Jared voyageait en Afrique du Nord. La lettre était écrite de manière cryptique et bien que longue, elle ne fournissait pas beaucoup d'informations concrètes. Cependant, l'enveloppe contenant la lettre comprenait également plusieurs photographies représentant des massacres qui avaient eu lieu dans un petit village près du désert du Sahara. Les corps de soldats espagnols et de civils arabes y étaient horriblement mutilés avant et après leur mort. Bien que les circonstances entourant le massacre ne soient pas claires, l'ami australien de Jared semblait traiter l'endroit comme une attraction touristique. Le dernier, et peut-être le plus accablant des objets récupérés dans la maison de Doris Schaffer, était un petit coffret doré. En l'ouvrant, les agents ont découvert des passeports, de petits vêtements et des bijoux appartenant à diverses femmes et filles. Certaines pièces, comme un médaillon inscrit des initiales MTN, étaient reliées à des personnes disparues ou assassinées. Cependant, une pièce portant l'inscription Lee appartenait à Lee Heinlein Badis, qui avait été voisine de Jared lorsqu'ils étaient adolescents et avait disparu depuis septembre 1969. La police a également découvert une licence de conduite appartenant à Barbara Ann Wilcox et un passeport au nom de Colette Marie Goodenough, toutes deux signalées disparues en janvier 1973. En outre, des fragments de dents et d'os ont été trouvés cachés autour de la propriété, appartenant à au moins 18 victimes différentes, ce qui signifie que le nombre total de meurtres de Jared était bien plus élevé que prévu.
Le 18 mai 1973, Jared Schaffer a été officiellement accusé de meurtre au premier degré et transféré à l'hôpital d'État de Floride. Le docteur Benjamin R. Iben a réalisé son évaluation psychiatrique et a trouvé des preuves de sentiments paranoïaques considérables et de colère éclatant sous peu de stress. Il a noté que les examinateurs précédents avaient également considéré que ce patient représentait un trouble du caractère. De plus, il semblait avoir une vie de fantaisie très active, le qualifiant de personne très dangereuse pour lui-même et pour les autres. Le docteur Iben a caractérisé Jared comme quelqu'un qui se voyait comme un éliminateur de femmes qu'il considérait immoral. Bien que clairement dangereux et psychotique, Jared était mentalement apte à être jugé. Le procès a commencé le 17 septembre 1973 et étant donné que la Cour suprême de Floride avait récemment déclaré la peine capitale inconstitutionnelle, les procureurs ont demandé la réclusion à perpétuité. Incroyablement, malgré l'énorme quantité de preuves contre lui, Jared a plaidé non coupable à tous les chefs d'accusation et semblait considérer les procédures judiciaires avec un mépris arrogant. Le premier jour du procès, les parents de Susan Place ont témoigné et ont formellement identifié Jared comme l'homme qu'ils avaient vu avec leur fille avant sa disparition. Un autre témoin a témoigné que le manque d'érosion de la tombe indiquait qu'elle avait été creusée au moins 2 fois, confirmant que Jared était revenu pour profaner davantage les corps de ses victimes. Nancy Trotter et Paula Wells ont également pris la parole pour raconter leur propre histoire de presque rencontre fatale avec Jared. Leur témoignage a été suivi d'une reconstitution vidéo de leur terrible expérience, organisée par l'équipe de défense de Jared pour illustrer comment il n'avait infligé aucun mal aux filles. La vidéo a été présentée comme preuve, montrant les véritables racines de l'arbre sur lequel Susan Place et Georgia Jessup avaient été obligées de se tenir en équilibre. Le jury a délibéré pendant 5 heures avant de déclarer Jared coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait quelque chose à dire avant la sentence, Jared a insisté sur son innocence et a demandé à être envoyé dans un hôpital psychiatrique plutôt que dans une prison. Lucille Place, la mère de Suzanne, qui avait autrefois soutenu la peine de mort pour le meurtrier de sa fille, avait changé d'avis en apprenant que cette option n'était plus sur la table. « Au début, je pensais que je voudrais le voir mort », a-t-elle déclaré aux journalistes. « Mais je pense que les gens souffrent plus avec l'enfermement. La mort est la sortie facile tant qu'il ne revient jamais dans les rues. » Dans les années qui ont suivi son incarcération, Jared a publiquement affirmé avoir été piégé par ceux qu'il appelait des procureurs trop zélés. Il décrivait fréquemment ses victimes comme des utilisateurs de drogue promiscues et blâmait leurs parents pour leur mort, une sorte d'insulte finale aux familles des jeunes filles qu'il avait tuées. Compte tenu de l'arrogance scandaleuse de Jared, il n'était pas surprenant qu'il soit retrouvé mort, poignardé dans sa cellule le 3 décembre 1995. Il avait été poignardé plus de 40 fois au visage, à la tête, au cou et au corps, sa gorge tranchée, son œil droit détruit et plusieurs côtes fracturées. Un codétenu de 32 ans, nommé Vincent Rivera, a été accusé de l'avoir tué après une dispute pour une tasse d'eau chaude. Mais en réalité, il est plus probable que Jared ait été ciblé parce qu'il était un ancien officier de police avec la réputation d'être un indicateur en prison. En apprenant sa mort, la mère de Georgia Jessup a déclaré que c'était un séas de justice très tardif et a dit « J'ai toujours pensé qu'il obtiendrait cela. J'aurais juste souhaité que ce soit plus tôt. » Elle a ajouté qu'il avait finalement reçu la peine de mort qu'il méritait, bien que cela ait pris du temps. L'ancien shérif Robert Crowder, qui avait aidé à libérer les 2 captives fugitives de Jared, a publié une déclaration aux médias. « Les victimes ne sont pas les seules affectées dans ce genre de cas », a-t-il déclaré. Les familles des victimes ainsi que les hommes chargés de faire respecter la loi et de travailler sur ces affaires ne seront plus jamais les mêmes.